Je vais évoquer en quelques minutes un autre aspect induit par le projet de nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est un petit peu moins connu, et qui se situe un peu à la croisée des enjeux environnementaux et économiques qu'implique ce projet. C'est l'enjeu de la métropolisation de notre département, et plus particulièrement de la région nantaise. Puisque vous savez, je pense, que notre ancienne communauté urbaine, qui existait depuis une quinzaine d'années, est devenue, en vertu d'une loi récente, la loi MAPAM, une métropole de plein droit. C'est un nouveau statut juridique, c'est une sorte d'ovni juridique, enfin en tout cas moi je le qualifie comme ça, qui fait que certaines villes de France, certaines grosses villes de France, à partir d'une masse critique démographique en quelque sorte, vous avez Rennes, vous avez Grenoble, vous avez Nantes, vous avez Aix-Marseille, eh bien ces villes-là deviennent des métropoles. Et ça pose un certain nombre de problèmes nouveaux qui naturellement n'existaient pas avant par définition. Et notre opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est en partie liée à ce phénomène de métropolisation, parce que nous considérons que ce projet non seulement s'inscrit dans la métropolisation de Nantes, mais qu'elle l'aggrave. En ce sens que c'est un peu un phénomène, et je vais l'expliquer dans quelques minutes, qui s'auto-alimente. Notre opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est en cela différente de celle de la ZAD ou des écologistes, naturellement, puisque, je le disais en introduction, ceux-ci ne voient que l'aspect environnemental. Alors les uns, c'est plutôt dans une forme d'utopie, les autres, c'est plutôt dans une forme d'hypocrisie. Moi, je pense qu'un zadiste est peut-être sincère dans ses convictions, mais qu'il est quand même utopique. Et que, effectivement, l'utopie, l'utopos, c'est nulle part. Donc il ne va nulle part. Un élu écologiste, c'est un peu plus compliqué, parce que, nous le verrons avec le cas du sénateur Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, il a sans doute quelques contradictions à être officiellement contre l'aéroport, tout en étant vice-président de la communauté urbaine, qui allait pour. C'est ce genre de contradictions, nous y reviendrons. Donc les uns sont plutôt utopiques, les uns sont plutôt hypocrites. Quand nous mettons pour notre part un point d'honneur à dénoncer ce projet en tant qu'outil, et c'est l'objet de mon intervention, au service exclusif de la métropole de Nantes et de la métropolisation de la région nantaise. Pour faire un bref historique, depuis le début des années 2000 et les grandes lois de réforme territoriale, c'était un petit peu avant, en réalité c'était la loi Chevènement de 1999 sur les intercommunalités, qui font que maintenant quasiment toutes les communes de France légalement sont obligées de s'inscrire dans les syndicats de communes, dans différentes formes de ce qu'on appelle des EPCI. Depuis ces lois, véritable préalable politique à la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, différentes métropoles régionales redessinent donc un nouvel aménagement du territoire. Constituer à Nantes cette métropole ne se fait pas sans conséquences. Pour la Loire-Atlantique, et d'ailleurs par ricochet d'une concurrence économique accrue des territoires, qui est une concurrence tout à fait admise, enfin, qui n'est jamais avouée publiquement, mais qui est tout à fait admise dans l'inconscient de nos élites. La spécialisation économique accrue des territoires, pas au niveau de l'État, mais à un niveau infranational, et la concurrence économique de ces territoires entre eux. Par ricochet, alors constituer cette métropole ne se fait pas sans conséquence pour notre département, et par ricochet pour le territoire voisin, la Bretagne. Et dans ce contexte, le projet d'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes ambitionne à terme de concentrer la plupart des lignes aériennes de l'ouest français pour drainer le trafic des autres aéroports environnants et atteindre un bon seuil de rentabilité. Ce qui fait qu'en gros, si Notre-Dame-des-Landes se fait, les aéroports environnants seront mécaniquement affaiblis dans leur trafic. Mais comme toute métropole, la métropole de Nantes ne se présente pas sous cet aspect, jamais. Cet aspect, c'est celui donc d'une croissance territoriale signifiant en retour l'atrophie des autres territoires. Ça, la communication institutionnelle de la métropole ne le dit jamais. Dans son travail d'auto-légitimation, moi j'estime que c'est beaucoup plus un travail d'auto-légitimation, c'est-à-dire qu'on s'attribue un certain nombre de titres. J'y reviendrai brièvement tout à l'heure avec tout l'aspect culturel. Par exemple, eh bien, Nantes s'est auto-investi en tant que capitale européenne écologique en 2013. Pourquoi pas, mais c'est plutôt une forme d'auto-légitimation que de légitimation, par exemple, par le suffrage populaire ou l'assentiment populaire. Dans son travail d'auto-légitimation, alors au sein des assemblées locales, comme d'ailleurs dans une presse qu'elle subventionne et diffuse largement, tantôt promotionnelle et gratuite comme Nantes Passion. Je ne sais pas si vous connaissez Nantes Passion, c'est une sorte de petit gratuit dont je suis étonné pour ma part
en tant qu'élu de Saint-Nazaire, de le recevoir dans ma boîte aux lettres. Il n'y a pas de raison, à 65 km de Nantes, qu'on ait Nantes Passion. Donc ça montre quand même une certaine forme de prosélytisme au service de la métropole. De propagande, très exactement. Cette presse, elle est tantôt un peu promotionnelle et gratuite, parfois elle est un peu plus institutionnelle et élitiste, avec Place Publique, qui est un magazine à 10 € pièce. Avec ce type de presse, la métropole de Nantes met au moins autant en avant son objectif d'excellence économique que sa politique culturelle. C'est son meilleur atout de légitimation. Elle veut, à ce titre, concentrer en elle le capital culturel du département. Grandes écoles, universités, centres de recherche et de création, musées, palais des congrès, pour rayonner au niveau national, ça c'est le minimum, mais on se doute bien quand on entend les propos de Madame Roland ou avant elle de Monsieur Hérault, que si on pouvait rayonner au niveau européen, voire international, on ne s'en priverait pas. Et pour ça, elle le fait avec une offre artistique et d'enseignement. Le but, jamais avoué, encore une fois, est d'attirer par l'aura, je dis l'aura entre guillemets, ne le prenez pas au sens propre, par l'aura de la métropole des classes sociales plutôt aisées, susceptibles de consommer et de fournir la main-d'œuvre adaptée aux secteurs d'activité les plus innovants et rentables. C'est ce que dans le jargon sociologique, on appelle avec gracieuseté pour le peuple les professions intellectuelles supérieures, comme s'il y avait des professions intellectuelles inférieures par ailleurs. On le voit dans la région de Nantes, ces changements à l'œuvre, par la métamorphose urbaine puis sociologique, la première entraînant en fait la seconde, de certaines zones. L'île de Nantes, Chantenay, Trentemoux, ce sont des quartiers ou des communes qui, vous l'avez sans doute vu ces dernières années, voire ces dernières décennies, ont significativement changé dans leur urbanisme et dans leur composition sociologique. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est tout à fait conscient et construit. La métropolisation en cours n'annonce rien de bon pour le réseau de villes petites et moyennes que la Loire-Atlantique a su conserver. Elle est d'ailleurs d'autant plus accélérée que, en fait, l'État n'a plus vraiment de politique d'aménagement du territoire au sens propre et qu'il se contente encore une fois de mettre en concurrence les territoires sous forme de bonus financiers. Alors il n'y a pas de malus financier, heureusement, mais il y a quand même des bonus financiers pour certains territoires et certaines baronnies politiques, disons le mot, qui jouent le jeu mieux que d'autres, voire plutôt que d'autres. Cette politique conduit à marginaliser des populations fragiles et les classes moyennes. Elle crée de fait des couronnes urbaines pavillonnaires dans certaines villes, pas à Nantes, mais dans certaines villes, jusqu'à, à Marseille notamment, jusqu'à parfois 50 km des centres urbains. Et cela conduit également à abandonner des pans entiers de l'économie productive, source de ségrégation sociale et naturellement de désindustrialisation. Avec ce phénomène, la ville, en dépit des promesses qu'elle affiche, parce que la ville de Nantes, on le sait, c'est l'endroit où on veut vivre, hein, c'est un endroit de rêve, mais malgré ces promesses généreuses, ça n'est plus un lieu d'intégration ou un lieu d'inclusion, comme elle le prétend souvent, mais ça devient un lieu d'exclusion sociale. Un tel décalage entre la communication clinquante et l'exclusion qui caractérise de manière croissante la métropole de Nantes, mais en fait d'autres espaces, n'est jamais vraiment débattu. Voilà, moi, je n'ai pas souvenir, je ne vais pas à tous les débats publics, mais je m'intéresse quand même un minimum. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu d'organisation de débats publics à l'initiative de la métropole sur le fait que la ville soit un lieu d'inclusion, soit un lieu d'échange social. Ce type de débats, disons-le clairement, sont plutôt organisés par des associations ou des indépendants. Ça montre que le pouvoir politique se moque de ces questions-là. Mais pourtant, ce décalage entre la communication et la réalité, notamment la réalité sociale, était prévisible. Seuls les patriotes l'avaient prévu, dénonçant depuis des décennies les excès du système économique actuel. Un système dysfonctionnel, un système dérégulé, facteur non pas de richesse et de progrès, mais au fond d'un enrichissement d'une minorité d'hommes et de territoires pour un appauvrissement d'une majorité. Et à ce titre, une maladresse du Front National avant 2009 et la dernière campagne des élections régionales a sans doute été de croire qu'un nouvel aéroport participerait du développement économique futur de notre département. Je pense que c'est une position, vous l'avez compris, sur laquelle nous sommes globalement revenus, même s'il y a des militants parmi nous qui sont plutôt pour l'aéroport, souvent à cause de l'argument de l'emploi. Je pense que Philippe vous a expliqué combien cet argument était biaisé dans son contenu même. Mais, bon, le Front a été un peu maladroit. Il se rattrape quand même depuis 6 ans, sauf que sa position n'est pas connue, qu'elle n'intéresse pas la presse.
même si nous la maintenons depuis la dernière campagne des élections régionales, puisque Brigitte Leveux l'avait déjà porté à l'époque en 2010. En réalité, ce projet, le projet d'aéroport, de nouvel aéroport, s'inscrivait déjà depuis des décennies, depuis au moins 30 ans, puisqu'il date de 1963 dans ses premiers jalons, au sein des dynamiques spatiales et économiques prévues par la métropolisation de Nantes. Mais il y a 6 ans, ce sujet, ces enjeux, sa critique, étaient, disons-le, politiquement inaudibles. Seule une minorité de Ligériens se montrait réticents vis-à-vis de la métropole. Et puis d'ailleurs, celle-ci n'était que naissante, puisque ce n'était qu'une communauté urbaine à l'époque, elle n'était pas aussi développée que maintenant. Critiquer la métropole, c'était donc, d'une certaine façon, faire œuvre de prospective, puisqu'il fallait deviner ce qu'elle allait devenir à l'orée de l'année 2015, et puis surtout, c'était prendre le risque d'être peu entendu. Sauf que les choses ont beaucoup changé en quelques années. En 2015, l'emprise physique et sociale de la métropole est beaucoup plus visible, mais ses échecs le sont aussi. Renchérissement des loyers, ségrégation spatiale, je l'ai évoqué tout à l'heure, étalement urbain, et un étrange, je ne sais vraiment pas comment le qualifier, un étrange affaiblissement du pouvoir politique local face aux manias du BTP, Vinci, Bouygues, ça c'est entendu. Tout le monde sait que les politiciens locaux sont plus ou moins aux ordres. Mais cet affaiblissement coexiste en même temps avec l'hégémonie d'une infime minorité d'élus, qui sont des élus métropolitains, face à des élus locaux dévalués dans leurs compétences. Pour comprendre les enjeux autour de ce projet de nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes, il faut faire un tout petit peu d'histoire locale. Il convient également de rappeler qui en fut le principal artisan. C'était Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, entre 1989 et 2012, avant qu'il soit Premier ministre. Son successeur à la mairie et à la communauté urbaine, qui est devenue métropole, Johanna Roland, n'a pas varié vis-à-vis de l'aéroport, bien au contraire. Elle fait d'autant plus de zèle sur cette question-là. Aux premières années du municipal Ayrault, donc à la fin des années 1980, les élites politiques locales, c'est-à-dire l'union de la gauche, choisirent une nouvelle option de développement officiellement en direction de la culture. Rappelons-nous que 2 ans auparavant, 1987, avait fermé les chantiers navals du Bijon, signant un petit peu la fin d'une séquence historique, donc la fin d'une Nantes industrielle qui existait depuis la fin du XIXe siècle. La fin de ce Nantes au profit d'une toute autre ville, orientée sur la tertiarisation de son économie, et on ne retrouve de ce Nantes historique que quelques vestiges, comme les fameuses grues Titan, à côté desquelles nos équipes de collage font toujours des merveilles, puisque c'est notre principal site de militantisme. Cette nouvelle politique, enfin de collage, pas de tractage naturellement, cette nouvelle politique de développement au service de la culture se mettant en place, l'implantation des entreprises tertiaires est depuis un souci permanent de la métropole de Nantes, aux dépens des industries, aux dépens de l'artisanat, aux dépens des TPE et aux dépens des PME, naturellement. En 25 ans, Nantes et sa région ont ainsi beaucoup changé, et désormais en 2015, à Nantes comme dans les autres métropoles nantaises, l'image patrimoniale, une nouvelle image patrimoniale, celle d'un nouveau patrimoine, comme ce que vous voyez dans le centre-ville avec le Carré Fédot par exemple, cette image d'un nouveau patrimoine et cette image culturelle, là encore une certaine image culturelle plutôt élitiste, que ces nouveaux espaces dégagent devient très important, devient très stratégique pour les nouveaux décideurs politiques. Elle engendre des besoins nouveaux qui sont, par exemple, ceux du marketing territorial, enfin qui sont des besoins nouveaux que nous jugeons relativement inutiles, mais que les politiciens PS et même UMP jugent essentiels. Ce même marketing est à l'œuvre pour vanter régulièrement les bénéfices supposés d'un aéroport comme Notre-Dame-des-Landes, qui est conçu, et c'est un petit peu vicieux, qui n'est pas conçu prioritairement par ses décideurs comme une infrastructure de transport. Bien sûr, il y a cet aspect qui est très important, mais ils voudraient bien aussi en faire un lieu de vie, à caractère de lieu de passage, branché de galeries commerciales, un peu comme la gare de Nantes, qui partage cette vision pour le moins orientée du service public. Pour moi, un aéroport, c'est un endroit où des gens décollent et où ils atterrissent, et il y a une phase de transit. Ça n'est pas une super galerie commerciale, ça n'est pas un second Atlantis, c'est un service public quand naturellement il n'est pas privatisé comme ce que nous voyons actuellement avec les aéroports de Nice et de Toulouse. C'est un autre débat. Ainsi a-t-on pu voir, conséquence de ce marketing territorial, je crois que c'était de mémoire en février 2013, on a vu fleurir dans le centre-ville de Nantes un certain nombre d'affiches publicitaires pour cet aéroport, qui ne le vantaient pas en tant qu'infrastructure, mais en tant que futur lieu de vie.
Naturellement, cette campagne a tourné court, puisqu'il y a eu ensuite tous les blocages qui sont notamment liés à la ZAD, aux différents recours judiciaires, etc. Mais il n'est pas à douter que si l'aéroport se fait, ce type de campagne sera remis en route et l'aéroport présenté comme une plus-value, quasiment une plus-value culturelle, j'en suis à peu près certain, pour la métropole. Un avantage comparatif par rapport à ses concurrents de l'Ouest, Bordeaux et surtout Rennes. D'ailleurs, dans le système des métropoles, pour faire un bref aperçu de comment elles rivalisent entre elles, finalement, dans le système des métropoles, de tels avantages se mesurent par l'appréciation de critères tels que la taille des marchés de consommation, c'est un critère très important pour les décideurs politiques, la présence de main-d'œuvre qualifiée, la possibilité d'utiliser la sous-traitance, ce qui n'exclut pas d'ailleurs la main-d'œuvre détachée, bien au contraire, les travailleurs détachés, la présence de services, la densité des transports et leur bon fonctionnement, et bien sûr le dynamisme culturel et son perpétuel renouvellement. Et bien de manière très révélatrice, ces éléments sont déjà présents dans les dynamiques de métropolisation de l'espace nantais. Il crée la fausse nécessité de cet aéroport, pas tant en tant qu'infrastructure de transport, encore une fois, que vecteur de métropolisation, et on voit comment la machine, finalement, s'auto-alimente. Une infrastructure, un grand projet en légitimant un autre, et ainsi de suite. Parce que qui peut croire qu'un nouvel aéroport ne justifiera pas d'autres grands projets de ce type par la suite? Simultanément, Rennes est elle-même engagée dans un processus de métropolisation qui la place en concurrence directe avec la métropole de Nantes, même si dans cette comparaison, elle pâtit de certains défauts. Déjà, Rennes, c'est 75 000 habitants en moins, donc elle est affaiblie, même si elle a des avantages qui sont notamment son histoire universitaire et le fait qu'elle soit un nœud ferroviaire pour le TGV. Mais il est difficile de croire, à inégalité de population notamment, que à terme, ces deux métropoles puissent coexister sans que l'une ne soit complètement affaiblie, complètement effondrée économiquement par l'autre. On parle d'ailleurs, et ça n'est pas complètement du délire, ce n'est pas le Front National qui le dit, ça se lit, même, y compris dans certaines revues dont je vous ai cité le nom comme Place Publique. On parle de la possibilité, dans le cadre d'une domination complète de la métropole nantaise sur l'espace rennais, on parle de la possibilité d'un continuum urbain entre Nantes et Saint-Nazaire, par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de c'est pas une éventualité d'ailleurs, ça existe, le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, qui est quelque chose qui se surajoute aux intercommunalités déjà en place et au département naturellement. Ce pôle métropolitain, c'est plus quelque chose de virtuel pour l'instant. Mais est-ce qu'il ne nous prépare pas un continuum sur 60 km, un continuum d'urbanisation entre Nantes et Saint-Nazaire? À ce titre, par exemple, comment envisager la rénovation soudaine, qui n'avait jamais intéressé personne avant, la rénovation de la gare de Savenay. Savenay, qui est une ancienne ville de sous-préfecture, qui est à l'équidistance à peu près de Nantes et de Saint-Nazaire, qui jusque-là n'intéressait personne. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu en gare de Savenay, mais c'est un peu triste. On voit que c'est une ville qui est objectivement en décrochage. Eh bien, il a été décidé, il y a de ça à peu près 6 mois, de la rénover complètement. Qui finance? Eh bien, ça n'est même pas la région, enfin si, la région finance un petit peu, mais c'est surtout l'intercommunalité qui finance, comme quoi ça témoigne peut-être d'une volonté de prise en charge de ces territoires, plus tellement par l'État, même plus par la région, mais par les intercommunalités qui grossissent dans leurs prérogatives. La perspective de l'aéroport, s'il se faisait, comme l'a indiqué Pascal Gana, comme l'a indiqué Philippe Murer, c'est celle d'un désastre sur différents plans économiques, écologiques. L'aspect écologique est très important parce que cet aéroport, s'il se faisait, entraînerait des pollutions multiples, la stérilisation de terres humides. Je parle de pollution, quand je dis pollution multiple, ce sont des pollutions au kérosène, des pollutions à l'antigel. Or, ces risques environnementaux sont complètement mis sous le boisseau par la stratégie de communication que moi je qualifie d'environnementaliste, c'est-à-dire tout le monde est écologiste dans cette salle, mais nous le sommes sincèrement.
Les élus socialistes, les élus écologistes, c'est un petit peu différent. Ils le sont avec ostentation et on peut douter de leur sincérité. Cette stratégie de communication environnementaliste, elle est totalement en contradiction avec le projet de Notre-Dame-des-Landes et ses conséquences environnementales. Il y a comme ça une constante hypocrisie entre le discours des écologistes et leurs pratiques. C'est épatant, je l'ai rappelé très brièvement, je ne vais pas insister, avec l'attribution en 2013 du label Capitale européenne verte. Ce type de label est à l'initiative d'un homme qui s'appelle Ronan Dantec, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui est le sénateur de Loire-Atlantique. C'est ce genre d'homme qui incarne au mieux l'hypocrisie des écologistes sur la question de l'aéroport Grand Ouest. Parce qu'il est officiellement contre, mais il était membre pendant plusieurs années d'une structure, la communauté urbaine de Nantes, qui encore une fois était pour. Les vues de la communauté urbaine, devenue métropole en 2015, dont le dirigeant est Jonas Roland, ces buts sont plutôt opaques en apparence, mais ils peuvent être clairement expliqués si on lit entre les lignes de la communication officielle. Ce dogmatisme de la métropole de Nantes peut même être envisagé comme un jeu de dominos. Parce que si l'aéroport se fait, un certain nombre de faits pourraient alors, je dis pourraient, c'est du conditionnel, pourraient alors s'enchaîner dans la foulée. Si l'aéroport se fait, admettons, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la libération du terrain de Bouguenais occupé par l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique, logiquement, permettrait d'urbaniser et de densifier la banlieue ouest de Nantes. Cela devrait rendre possible l'installation d'au moins 15 000 nouveaux habitants à Bouguenais, une commune qui en compte 18 000, donc elle doublerait quasiment de population à court terme. Par la suite, un tel transfert de l'aéroport pourrait entraîner en retour, le transfert du marché d'intérêt national, le mine, depuis l'île de Nantes jusqu'à Bouguenais, au plus près de la rocade. Ce serait plus stratégique. Des opérations immobilières avantageuses pour quelques géants du BTP, c'est ce qu'a mentionné M. Gana. Ces opérations pourraient alors être réalisées beaucoup plus facilement. Enfin, ce transfert pourrait susciter ces opérations. Le transfert de l'aéroport autoriserait également une révision totale des limites de construction liées à la sécurité aérienne. Parce qu'actuellement, à cause du survol aérien en vue de l'atterrissage, ce qui fait que quand les avions atterrissent à Nantes, ils sont un peu bas, et c'est un des arguments des pro-aéroports. Actuellement, à cause du survol aérien, il faut la demande d'une dérogation pour construire des immeubles de plus de 4 étages sur l'île de Nantes, qui est cette île fluviale au centre de Nantes, entre la partie nord et la partie sud de la ville. Cela ne serait plus nécessaire en cas de transfert de l'aéroport. En filigrane, cela peut expliquer d'ailleurs l'importance de l'argument du bruit. Cet argument revient très souvent dans les éléments de langage des pro-aéroports. Ça pourrait expliquer la prépondérance de cet argument dans les éléments de langage des associations pro-aéroport, de la presse, qui est plutôt la presse locale, Ouest France, qui est plutôt pour l'aéroport, et naturellement de la métropole. Conséquemment, un transfert du mine, s'il se réalisait, il y aurait désormais assez de terrain sur l'île de Nantes pour déplacer le CHU et libérer de nouveaux espaces constructibles au centre même de Nantes. Et dans le même temps, le triangle de terres agricoles situé dans l'espace comprenant Vigneaux de Bretagne, La Paclay, Orvaux et Sautron deviendrait lui-même zone à construire. Donc la métropole pourrait urbaniser sans cesse par ce jeu de dominos dont je ne dis pas qu'il se produira, mais qui pourrait se produire si cet aéroport est une réalité. Ce projet nouvel aéroport est fidèle aux grands principes métropolitains, et notamment ses principes économiques, privatisation des profits financiers et couverture des pertes par les contribuables. Dans le cas présent, l'État et les collectivités locales supportent 75% des investissements, et si le projet fonctionne, Vinci sera largement bénéficiaire avec son partenariat public-privé, et comme l'a mentionné Philippe, par la perception d'un important loyer et de droits de concession des parkings. Mais si Vinci échoue, Vinci réclamera au moins 250 millions d'euros de déménagement. Donc Vinci est gagnant à chaque fois. Et les contribuables sont perdants à chaque fois. Voilà pour résumer quelques opinions peu orthodoxes, entre guillemets, sur l'aéroport Grand Ouest. Elles le sont en ce sens que la problématique territoriale est rarement évoquée, sinon jamais évoquée, et surtout un petit peu par les écologistes, mais pour avoir un avis favorable sur cet aéroport, mais jamais par les zadistes, qui ont une lecture strictement réductrice et écologiste radicale de cette question. Mais en conclusion, puisque c'est une manifestation aujourd'hui d'un collectif qui s'appelle Nouvelle Écologie, cela ne doit pas nous laisser perdre de vue le désastre environnemental qu'engendrerait cet aéroport. Nous appelons simplement, plutôt qu'à une opposition sans nuance et qui serait concentrée sur l'aspect environnemental de l'aéroport,
a constitué un contre-projet articulant des oppositions qui en réalité sont convergentes, parce qu'on s'oppose pour l'aspect économique, pour l'aspect écologique, pour l'aspect d'aménagement du territoire. Ces oppositions convergent. Il y a également une opposition sur l'aspect juridique, et je pense que Gilles Le Breton, notre député au Parlement européen, va maintenant vous en parler. Je lui laisse la parole.